Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment, ça fait un moment que j'ai pas fait en fait de vidéo. J'ai fait une grosse pause pour des raisons diverses et variées que je vais pas forcément étaler ici, pour des raisons personnelles, pour des raisons pro. Je pense que vous le savez, YouTube n'est pas du tout ma priorité aujourd'hui. Je ne suis pas YouTubeur, je ne vis pas de YouTube. Je le fais uniquement par plaisir et quand j'ai le temps. Bon, là maintenant, on va avoir beaucoup plus de temps pour le coup. Donc on va réattaquer un petit peu les vidéos. Je pense qu'on a pas mal de choses à voir pour le coup. Alors je rappelle quand même que pour le coup, si vous voulez avoir un suivi en continu, de tout ce que je peux dire, analyser en fait par rapport au marché crypto, marché également un peu plus traditionnel. Ça se passe dans mes lettres d'investissement. Vous pouvez vous inscrire. Pour le coup, j'ai pas arrêté en fait les lettres. J'ai fait une grosse post sur YouTube, mais j'ai pas du tout arrêté en fait mes lettres que j'ai envoyées toutes les 2 semaines. J'ai partagé, je pense quand même beaucoup en fait d'infos qui ont, je l'espère, qui vous ont aidé pour vraiment traverser en fait ces dernières semaines, ces derniers mois qui n'ont pas forcément été évidents, je pense, pour tout le monde. Ça a été facile pour ceux qui étaient préparés, beaucoup plus compliqué pour ceux qui malheureusement ne l'étaient pas. En tout cas, aujourd'hui, on va faire une analyse du Bitcoin. On va vraiment essayer de prendre un maximum de recul par rapport à tout ce qui s'est passé. On va parler également un petit peu de la dominance du Bitcoin. Extrêmement important en fait de regarder un petit peu l'évolution de la dominance du Bitcoin par ces temps-ci. On va ensuite parler un petit peu du comportement des investisseurs et essayer en fait de comprendre déjà en fait jusqu'où est-ce qu'on peut aller si ça continue encore à baisser. Est-ce qu'il y a vraiment des niveaux extrêmement importants sur lesquels on va pouvoir se positionner avec un risque plus ou moins contrôlé? Est-ce qu'on peut rapidement repartir en phase de bull market ou alors pas du tout? On va essayer un petit peu d'analyser en fait tout ça avec quelques indicateurs et notamment un indicateur on-chain qui est vraiment hyper intéressant. Et on va également essayer un petit peu de voir qu'est-ce que font les investisseurs aujourd'hui. Est-ce que sur du court terme, ils sont en train de se protéger massivement d'une nouvelle baisse ou non, et qu'est-ce qu'ils ont prévu ou sur quoi en tout cas est-ce qu'ils veulent se protéger pour la fin de l'année. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Et j'ai déjà préparé une deuxième vidéo dans laquelle je vais parler spécifiquement de comment est-ce qu'on fait pour survivre dans une phase baissière, une phase de bear market dans les cryptos. C'est hyper important. Je pense que honnêtement, c'est une vidéo que je vais sortir dans à peu près une semaine. On va vraiment aborder beaucoup de choses. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, sans trop spoiler, c'est que les phases baissières sont les meilleures phases pour investir. Et là, c'est maintenant qu'il va falloir prendre les bonnes décisions sans se précipiter pour être capable ensuite de récolter en fait les fruits de tout ça dans quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tout va se faire en fait dans les mois à venir. Donc c'est vraiment hyper important, c'est maintenant qu'il faut être présent, c'est maintenant qu'il faut faire les choses correctement et non pas quand le marché est déjà en effervescence. Mais je pense que ça, en tout cas pour la plupart, je pense que vous le savez. Allez, on commence avec le Bitcoin. Donc là en fait je vous mets le graphique du Bitcoin en prenant un maximum de recul. Donc déjà en fait par rapport à ma vidéo d'il y a à peu près 2-3 mois. On était quand même dans un contexte globalement différent, il faut le dire, notamment par rapport au contexte économique mondial. On n'avait pas pour le coup en fait de guerre en Ukraine, mais attention, c'est pas du tout l'excuse à tout, loin de là. C'est un amplificateur de ce qui est en train de se passer, mais ce n'est absolument pas la justification à tout ce qui est en train d'arriver. Ça c'est important quand même de le dire. Grosso modo, on avait senti un marché qui avait déjà commencé à changer, notamment des marchés traditionnels, depuis tout simplement le début de l'année. On l'avait senti, qu'on avait un retournement. Le retournement s'est accéléré, je pense, pour plusieurs facteurs, et notamment à cause de plusieurs facteurs, et notamment à cause de la guerre en Ukraine, mais ce n'est qu'un amplificateur. En tout cas, le Bitcoin, il l'a subi. Le Bitcoin l'a subi. On aurait pu tenir, je pense, la zone des 33-34 000 dollars, comme je l'avais un petit peu expliqué en fait dans la dernière vidéo que j'avais faite il y a à peu près 3 mois de cela. Malheureusement, il s'est passé beaucoup de choses et ce n'est pas ce scénario en fait qui s'est déroulé, mais le scénario un peu plus baissier où pour le coup on cassait cette zone de support en fait des 34-35 000 dollars pour venir chercher. Bon là, on est venu chercher rapidement la zone des 25. On se stabilise pour l'instant sur la zone des 30. Grosso modo, voilà, rien n'a réellement changé en fait depuis maintenant plus de
plus de 6-7 mois, en fait, depuis novembre 2021, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On est sur du court terme, sur une dynamique qui est toujours baissière, et c'est en train de basculer même sur du moyen terme. Alors maintenant, on va dire que ce qui est important, en fait, de surveiller, c'est ce niveau, en fait, des 30 000 $. Pour l'instant, il est toujours défendu. On a certes une mèche qui est venue chercher un petit peu plus bas, avec pas mal de FUD au niveau de l'UST, Luna, et même du stablecoin l'USDT, qui pour le coup n'a strictement rien à voir avec l'UST, mais dans la précipitation, dans la panique, les gens ils ont du mal à réfléchir et on fait un peu n'importe quoi. Et c'est clairement ce qui s'est passé. On a eu un excès, on a eu un semblant de phase de capitulation, mais qui à mon sens n'en est pas une. Mais ça on en parlera un petit peu après. On a eu une petite phase de panique. Mais grosso modo, je pense que tout n'est pas terminé et qu'il faut maintenant vraiment se préparer à des scénarios beaucoup plus baissiers que ce qu'on aurait pu imaginer en fait il y a quelques mois de cela, sans tomber dans le panneau, dans le piège d'être ultra vert. Comme malheureusement ça risque en fait d'être le cas, et c'est même déjà le cas, où on constate qu'il y a énormément de personnes qui ne parlent que de baisse, que de scénarios toujours plus baissiers. N'oubliez jamais une chose, je le répète tout le temps, mais l'être humain va tout le temps exagérer, que ce soit à la baisse ou à la hausse. À la hausse, tout le monde ne parle que d'un Bitcoin qui va monter à 100 000, 200 000, 300 000 $. Quand on est dans une dynamique baissière, tout le monde ne parle que de crack, de capitulation et de prix toujours plus bas, que ce soit les 20 000, les 12 000, voire même les 8 000 $, comme j'ai encore pu le voir. C'est systématique. Toujours dans l'excès. Et en fait, ces valorisations-là, en général, sont pas vraiment rationnelles, quoi. C'est vraiment pas cohérent. Et c'est important, en fait, de ramener de la cohérence, de la logique et de la rationalité. On évolue pour l'instant dans un canal baissier, que là, pour le coup, j'ai dessiné. Je rappelle toujours que dans une dynamique baissière, il y a des rebonds haussiers, qu'il ne faut absolument pas se faire avoir par ces rebonds. Ça veut dire que grosso modo, si vous voulez jouer le rebond en achetant les zones de support, très bien, c'est une bonne stratégie si on veut faire un peu de contre-tendance, mais j'ai envie de dire, autant faire directement la tendance, suivre la tendance en prenant plus des positions vendeuses que acheteuses, mais quand bien même si vous voulez le faire, très bien. Cependant, attention, n'achetez pas une fois que le rebond a déjà eu lieu, parce que c'est le meilleur moyen pour juste acheter des tops en fait tout simplement de marché, pour après repartir une nouvelle fois à la baisse. C'est systématique en fait dans les phases baissières. Dès que ça remonte, l'espoir revient, on se réengouffre en fait dans le marché en mode c'est bon, ça repart, et boum, le marché repart, refait à nouveau plus bas et va refaire sortir en fait toutes ces personnes qui sont rentrées beaucoup trop haut. Donc là actuellement on est à 30 000. Si on veut jouer le rebond, j'ai envie de dire c'est maintenant qu'il faut rentrer et non pas à 34, 35, 36 000. Ce sera beaucoup trop tard parce qu'on sera probablement sur des zones de retournement. Donc ça c'est important en fait également de bien le comprendre. Pour l'instant on tient les 30 000 $. Donc c'est intéressant. Maintenant il faut laisser le marché faire et il faut accepter en fait que tous les moments ne sont pas opportuns pour s'exposer dans un marché. Alors aujourd'hui en fait moi, qu'est-ce que je pourrais conseiller en fait concrètement? Parce que je pense qu'on a besoin en fait de concret. Ça veut dire être à 100% en dehors du marché. Si on veut la jouer sur le long terme, je pense que c'est une erreur. À mon avis, il faut commencer à se réexposer en fait à ce marché. Notamment, on a une zone, les 30 000 $, ça reste une zone qui était rêvée il y a quelques mois en fait de cela. Maintenant, on y est. Donc c'est une première zone d'achat qui est intéressante. Je précise bien, c'est une première zone d'achat. Ensuite, il faut miser plus bas. Il faut miser plus bas. Les 24 000 $, et ça on le verra par la suite, c'est également un niveau qui est extrêmement important. Et si on veut vraiment jouer la panique générale, la panique totale, encore plus bas, sous les 20 000, peut-être sur les 16 000, mais là honnêtement, c'est difficile en fait de savoir réellement jusqu'où est-ce qu'on ira, parce que dans une panique, c'est impossible de savoir. C'est impossible de savoir. On peut miser jusqu'aux 12 000 $, parce que c'est vraiment une zone qui est extrêmement pertinente, qui a été beaucoup travaillée, mais c'est très très peu probable. Mais en tout cas, on commence une réexposition doucement, surtout pas se précipiter à l'achat, garder encore beaucoup en fait de liquidité tant qu'il y a autant d'incertitudes, mais commencer à se réexposer au fur et à mesure. Alors bien sûr, je parle du Bitcoin. On pourrait également prendre l'Ether,
qui à mon avis est aussi une très très belle crypto en fait dans laquelle on pourrait s'exposer. Je parle pas forcément des altcoins. Je vais expliquer pourquoi dans ma prochaine vidéo sur les bear markets. Ce qu'il faut comprendre en fait tout simplement, c'est que dans la plupart des cas en fait les altcoins tendance de 2020-2021, c'est fini. Voilà, c'est fini. Elles ne feront plus de nouveau plus haut. Elles ont été massacrées. Elles vont certes peut-être rebondir un petit peu. Il y aura peut-être un petit peu de volatilité, mais c'est fini. Voilà. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Et c'est pour ça que, à mon sens, dans ces moments-là, il faut avant tout se concentrer sur les actifs les plus solides, ceux en fait sur lesquels on peut miser en fait dessus. Si demain le marché repart, on sait que ces actifs-là vont repartir. Ce qui n'est pas le cas de la plupart de tous les projets, sauf à mon sens de quelques-uns, Bitcoin, Ether, et même si on prend également quelques autres altcoins, on pourrait prendre le BNB qui a un excellent comportement aujourd'hui, qui s'est pas du tout fait massacrer comme la plupart des autres projets, même le FTT également qui s'est plutôt bien comporté, mais c'est à peu près tout. Ensuite, si on compare par rapport au Bitcoin, tous les projets ils sous-performent massivement le BTC et ils ont encaissé en fait des baisses extrêmement importantes qui, même si ces projets arrivent à repartir, devront passer par des phases de consolidation et d'accumulation extrêmement longues. Donc honnêtement, c'est pas demain la veille que tous les projets phares de 2020-2021 qui ont délivré en fait des rendements astronomiques repartent en mode to the moon. Honnêtement, on n'y est absolument pas. Donc honnêtement, moi je pense qu'il faut se concentrer principalement sur BTC, ETH et quelques alts, mais vraiment celles qui ont des fondamentaux réels. Vraiment des fondamentaux qui sont extrêmement solides et pas juste du vent comme la plupart des projets. Voilà, donc ça c'est important en fait vraiment de bien le comprendre. C'est impossible maintenant, ce qu'il faut également comprendre, de connaître le timing au niveau de la fin de la tendance baissière. Personne ne peut vous dire, grosso modo, où aura lieu le point bas et encore moins sur quel niveau. Mais c'est encore plus dur, le timing. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut être extrêmement patient. Il faut se dire qu'on part peut-être sur 6 mois supplémentaires, 12 mois supplémentaires en fait de dynamique baissière. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas se précipiter à acheter à la moindre petite baisse. Voilà, pour ça j'avais insisté. Déjà en fait dans ma dernière vidéo, je m'étais un petit peu moqué de toutes les personnes qui n'arrêtaient pas en fait de dire buy the dip, buy the dip, buy the dip. Bon, ces personnes ils sont plus là. Voilà, ils sont fait rincer par le marché parce que c'est pas juste en achetant systématiquement les baisses qu'on fait des bonnes choses. Non, absolument pas. Il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte et si on les prend pas en compte, on se retrouve au pied du mur à avoir acheté beaucoup trop cher et à encaisser en fait aujourd'hui des baisses astronomiques et à ne plus savoir quoi faire. Donc tout ça, malheureusement, j'ai envie de dire, ça fait partie en fait de l'apprentissage. Ceux qui maintenant l'ont compris, ils ont des stratégies, ils ont des plans et ils sont pas surpris. Voilà. Moi, je suis absolument pas surpris en fait par ce qui se passe. J'avais une stratégie bear market beaucoup plus puissante que justement j'ai appliquée. Et moi, voilà, ceux qui me suivent, ne serait-ce que par mes lettres d'investissement, vous savez que je suis extrêmement prudent depuis plus de 6 mois, que je suis très très peu exposé au marché, que j'ai énormément de liquidités et que je suis extrêmement patient. Je me précipite absolument pas, que ce soit sur le marché action ou le marché en fait des crypto-monnaies. Je suis extrêmement patient et j'attends tranquillement de voir justement les choses venir et commencer à me réexposer tout doucement. Moi, pour être honnête, j'ai repris des lignes de BTC et d'ETH uniquement il y a quelques semaines sur la vague de panique, dans la zone des 25 000 $ sur BTC et 1700 je crois dollars sur Ethereum. Ce sont mes premières lignes d'achat depuis des mois et des mois. Voilà. Et je reste extrêmement patient, extrêmement attentif et on va voir un petit peu comment est-ce que le marché va évoluer, mais surtout pas de précipitation à l'achat. Je vous ai donné en fait les niveaux que je juge intéressants d'acheter. Si vous êtes surexposé au marché aujourd'hui, que vous ne savez pas trop quoi faire, si on a un rebond et qu'on revient dans la zone des 35-36 000 $, profitez-en s'il vous plaît pour alléger. Profitez-en, c'est important. Même qu'on peut monter jusqu'au 38, c'est même possible. Mais profitez-en s'il vous plaît pour vendre et ne surtout pas acheter sur ces niveaux-là qui ne seront pas des niveaux d'achat, mais des niveaux de vente sur des zones de résistance extrêmement importantes dans une dynamique qui est baissière. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter en fait que ce n'est pas toujours le bon moment pour acheter. Donc ça, c'est important également de bien le comprendre.
Donc j'espère en tout cas que c'est clair par rapport à tout ça. On est en dynamique baissière. Pour l'instant, on le voit, le RSI, tant qu'il est sous les 50, on oublie tout espoir, d'accord, de repartir sur une dynamique haussière. C'est pas le seul indicateur qu'il faut regarder, mais c'en est un. En tout cas, là, vous le voyez, systématiquement, quand on reste sous les 50, ça veut clairement dire en fait qu'on est sur une dynamique baissière qui s'installe et qui peut encore durer 6 mois, 12 mois, voire même plus. On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Et vraiment, ça c'est important de bien le comprendre. Préparez-vous à tous les cas de figure. Ça c'est super, super important. Ça évitera en fait pour le coup d'être surpris par des choses qu'on aurait pu prévoir mais qu'on n'a pas voulu prévoir. Maintenant, on va regarder un petit peu la dominance du Bitcoin. Là, je mets le graphe de la dominance. Alors, c'est hyper intéressant. On a une dominance qui se stabilise. On a une dominance qui se stabilise entre les 39 et les 48%. Donc, on va dire que sur le long terme, je pense que c'est acté, on a une dominance qui baisse. Pourquoi? C'est plutôt logique. On a un marché qui évolue avec des acteurs qui deviennent de plus en plus importants, présents, qui gardent une certaine valorisation et donc qui vont grappiller en fait des parts de marché au Bitcoin qui auparavant était le seul avec plus de 80-90% de dominance. Aujourd'hui, on est plus entre les 40 et les 50%. Dans une phase plutôt baissière, on le voit, c'est automatique, ça remonte. Donc là, on était relativement bas il y a quelques mois de cela. On est en train de remonter. Je pense qu'on peut remonter sans aucun doute jusqu'aux 48-49%. Après, par contre, il faudra voir un petit peu. Moi, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus haut. Je pense qu'ensuite, quand on sera sur ces niveaux-là, il sera intéressant de rééchanger en fait ces bitcoins sur des projets comme par exemple l'Ether, le BNB, le FTT, pour justement jouer un petit peu sur de nouveau un rebond des alts extrêmement solides et de nouveau une baisse de la dominance du Bitcoin. Par contre, tant qu'on est sur une dynamique qui va être fortement baissière, je pense que de nouveau les comportements vont pas changer. Tout le monde va se réfugier avant tout sur le BTC. C'est le BTC qui va préserver le plus sa valeur et non pas les alts qui, elles, vont se faire encore massacrer. Donc voilà en tout cas un petit peu par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure hein, grosso modo? Uniquement les altcoins qui sont les plus robustes, qui tiennent aujourd'hui, qui n'ont pas énormément baissé par rapport à d'autres qui ont perdu 80-90% de leur valeur, donc qui vont garder une certaine valorisation. J'ai pu les citer, hein, Ethereum, Binance, le FTT et quelques autres projets. Bon, si je cite pas en fait votre projet favori, bah ne commencez pas en fait tout simplement à vous dire oui mais et tel projet, honnêtement, regardez le graphe versus Bitcoin. Si c'est sur une dynamique baissière, ça veut dire que pour l'instant ce projet se fait massacrer, que les gens préfèrent le vendre soit pour se mettre en BTC, soit pour se mettre en stablecoin, et que c'est pas demain la veille que ce projet va repartir. Voilà. Donc il faut être rationnel. On met ses a priori de côté, on met l'attachement qu'on a avec tel ou tel projet en fait de côté, le tribalisme on le met de côté. C'est ce qui va en fait tout simplement vous ruiner dans une phase de bear market. Et ça je vais vraiment en parler et insister en fait là-dessus dans ma vidéo qui sera dédiée à cela. Et comme j'ai pu le dire, voilà, de nombreuses haltes tendances en 2020-2021, c'est fini, d'accord? C'est terminé. Donc ce sera important en fait de réussir à faire le ménage également dans tous ces projets et de surtout miser sur des nouveaux projets qui pourront probablement profiter beaucoup plus d'une nouvelle phase de hype que des anciens projets qui vont très probablement eux aussi rester en fait dans l'oubli. Mais en tout cas tout ça on en parlera vraiment dans la vidéo qui sera dédiée aux phases bear. Maintenant on va un petit peu regarder le comportement des investisseurs. Donc là en fait je vous mets cet indicateur en fait de chez Glassnode qui est hyper intéressant, qui est le On-Chain Cost Basis, qui nous montre trois indications extrêmement intéressantes. On a le graphique orange, rose et bleu. Alors, le orange, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en fait le Realized Price. Donc ça, bon, traduction littérale, c'est pas forcément évident, c'est le prix réalisé, prix réel peut-être. En fait, le prix réel, peut-être un petit peu plus juste, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le prix moyen d'achat, le dernier prix, en gros, de tous les bitcoins. Voilà. Et on fait ensuite une moyenne globale. Ce qui nous donne, grosso modo, en fait, un seuil psychologique qui est extrêmement fort, en fait, qui va correspondre à la moyenne d'achat de tous les investisseurs. Bien sûr, ça reste une moyenne. Il y aura des gens qui auront acheté bien plus bas et également bien plus haut. Aujourd'hui, en fait, ce niveau, là, peut-être qu'on le voit pas trop en termes de valeur en dollars, on est à 24 000 $. Grosso modo, c'est la courbe orange. Il faut vraiment comprendre que
ce niveau-là, en fait, c'est un seuil psychologique extrêmement fort, parce que déjà, en fait, c'est le prix moyen de tous les bitcoins, mais c'est aussi une zone qui a souvent fait office de support, mais attention, ça reste une zone purement psychologique, ça ne veut pas dire que le prix va pile poil en fait s'arrêter en fait dessus. Par le passé, en plus, on le voit, à chaque fois le prix va en dessous. Voilà, il va légèrement en dessous, pas beaucoup plus, mais légèrement en dessous. Par contre, c'est un niveau de prix qui est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça, notamment, que je vais vous indiquer en fait que la zone des 24 000 était un niveau intéressant d'achat. Maintenant, si on veut se mettre un peu en dessous, 22-23 000 $, c'est aussi très très bien, parce qu'en général, on va un petit peu en dessous. Enfin, en tout cas, le Bitcoin va un petit peu en dessous de cette zone-là. Mais en tout cas, retenez bien que les 24 000, c'est vraiment une zone psychologique extrêmement forte. Ensuite, on va avoir la courbe rose qui va correspondre au STH, Realized Price, et STH, ça veut juste dire en fait les short-term holders, ça veut dire les investisseurs de court terme, plus familièrement appelés les mains faibles. Donc ça, en fait, ce sont des personnes qui ont acheté en fait leur Bitcoin depuis moins de 155 jours, grosso modo. Donc en fait, ça, ce sont considérés comme les mains faibles. Alors, ça également, c'est une donnée qui est hyper intéressante. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que dans les phases bull, le prix du Bitcoin, il évolue au-dessus de la courbe rose. Donc ça veut dire au-dessus du prix moyen d'achat des investisseurs de court terme. Ne l'oubliez pas, dans les phases bull, ce sont les investisseurs de court terme qui font le prix. Et donc ça veut dire que très souvent, ces zones-là sont des zones de rebond. Et on le voit encore plus en 2017, où systématiquement, quand on revenait en fait sur la courbe rose, et ben en fait c'est systématiquement les buy the dip des débutants qui, quand on revient sur leur prix moyen en fait d'achat, vont se dire ok, on a un dip, j'achète. Ça n'a pas forcément marché parfaitement en 2020, mais en tout cas, on le voit, dès qu'on s'est affranchi de cette zone-là, donc la zone du prix moyen d'achat des investisseurs de court terme, et ben on est parti en phase bull. Donc c'est un indicateur qui est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, cette zone, on est à peu près sur les 47 000 $, plutôt 47 000 $. Donc c'est une zone qui est clé, qui peut faire une zone de résistance forte, mais en tout cas, sachez que si on s'affranchit de cette zone-là, on peut de nouveau avoir des espoirs, j'ai envie de dire, de repartir en phase plus bull. Mais attention, il n'y a pas que ça à prendre en compte, il y a également une autre chose à prendre en compte, que je vais venir justement juste après. Et ensuite, la courbe bleue. La courbe bleue, c'est l'inverse, ce sont les investisseurs de long terme, ceux qui ont acheté depuis au moins 155 jours, voire plus communément appelés les mains fortes. Et là, on voit un comportement qui est assez intéressant. Alors, on le voit très souvent, cette courbe bleue en fait ne fait que monter. Ce qui est plutôt cohérent vu que sur le long terme, on est sur une dynamique qui est haussière. Ce qui veut dire en fait que le prix moyen d'achat des investisseurs de long terme, il ne fait que monter. Sauf que là, il baisse. Là, on le voit, on retombe fortement. Ça veut dire quoi? Eh ben, pour la première fois, on a également une capitulation des investisseurs de long terme. Et ça, en fait, je pense que c'est vraiment lié au Covid, et lié au phénomène Covid durant lequel, on va dire durant toute l'année 2020, énormément de personnes ont spéculé en fait sur les actions et sur les cryptos, notamment le Bitcoin. Ils ont acheté, c'est monté, donc ils ont gardé, tout content, on a gagné de l'argent, c'est magnifique. Pour une fois, ils avaient acheté au bon moment. Quand je dis pour une fois, je parle uniquement des investisseurs qui n'y connaissent pas grand-chose et qui sont rentrés là-dedans un petit peu par hasard parce qu'ils avaient que ça à faire, qu'ils étaient enfermés chez eux et ils ont acheté un petit peu tout et n'importe quoi. Donc sur les actions, ils ont acheté du Netflix, du Amazon, du AMC, etc., etc. Toutes ces valeurs un peu stars de 2020 qui se sont faites massacrer, et je mâche pas mes mots aujourd'hui, avec des moins 80%, et je parle des actions, je parle pas de shitcoin, non, je parle d'actions, donc je parle même pas de crypto, qui sont faites massacrer. Et je pense que ces personnes-là, en fait, sont ceux qui ont capitulé, qui ont acheté à des bons niveaux sur du BTC, mais qui ont complètement capitulé parce qu'ils se sont fait rincer. Ils se sont fait rincer, en fait, par le marché, au final, parce qu'ils n'y comprenaient pas grand-chose. Ils sont rentrés là-dedans un peu par hasard au bon moment. Ils ont un peu gagné, mais sur des plus-values non réalisées. Et par contre, le marché s'est retourné. Et à mon avis, beaucoup n'avaient pas vendu. Et là, ils se sont fait rincer et ils ont capitulé. Ce qui fait, en fait, tout simplement que le prix moyen d'achat des investisseurs de long terme, eh bien, il baisse également. Parce qu'en fait, tout simplement,
il y a des investisseurs de long terme qui vendent à d'autres investisseurs de long terme, ce qui permet en fait de moyenner à la baisse leur prix d'achat. Donc ça, pour le coup, c'est aussi intéressant. Maintenant, dans les cycles auxquels on a été habitué par rapport au BTC, on avait systématiquement toutes ces moyennes qui convergeaient, qui revenaient à peu près sur le même niveau. Mais là, pour l'instant, on le voit, on est encore plutôt loin. Alors, maintenant, on a deux scénarios possibles. Soit, au final, on a un comportement qui va globalement changer, et donc on va pas revenir chercher cette courbe bleue, parce que jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment eu en fait de capitulation d'une certaine partie d'investisseurs en fait de long terme. Soit, en fait, ça va demander beaucoup de temps, mais on va revenir sur les niveaux comme on l'a fait à chaque fois. On le voit en fait à chaque fois, toutes les moyennes revenaient ensemble. Limite, elles se croisaient, et c'est à ces moments-là qu'on a eu des phases de vraie capitulation. C'est pour ça en fait qu'au début de la vidéo, je vous ai dit, je pense pas qu'on ait encore vraiment capitulé. Parce que pour l'instant, on est encore beaucoup trop haut. Le prix moyen d'achat des investisseurs de court terme, je pense qu'il est encore beaucoup trop haut. On n'a même pas encore touché le prix moyen d'achat si on englobe tous les investisseurs. Donc je pense qu'à minima, on peut espérer repartir sur une dynamique haussière quand la courbe rose et orange se seront beaucoup plus rapprochées. Même principe en fait que pour les moyennes mobiles. Si on prend la 50 et la 200, on estime toujours en fait que le marché va pouvoir repartir sur une phase d'expansion quand les moyennes mobiles se seront beaucoup plus rapprochées. Je dis pas croiser, je dis se rapprocher. Et pour l'instant, également celle-là, sur du weekly ou du 3D, mais plus du weekly, elles sont encore beaucoup trop proches. Sur le 3D, justement, je crois qu'elles sont croisées, mais sur le weekly, elles sont encore vachement écartées, ce qui veut dire qu'on a encore besoin de temps. Et là, c'est exactement pareil. Donc, à mon sens, il faut surveiller un rapprochement entre la STH et, pour le coup, en fait, donc la courbe rose et la courbe orange. Je pense que la courbe bleue, ça va être compliqué vu les prix. Après, pourquoi pas? Comme toujours, en fait, il faut se préparer à tout. Mais en tout cas, ça va être un indicateur hyper intéressant à regarder. Par contre, ça me fait dire une chose. C'est que ceux qui ont un espoir de bull market dans les mois à venir, oubliez. On aura probablement des rebonds, sans aucun doute. Mais repartir sur un bull market, on n'y est pas. D'accord? Vraiment, on n'y est pas. Et j'ai même des gros doutes sur le fait qu'on soit même prêt à y aller, même d'ici la fin de l'année. À mon avis, prévoyez plus 2023-2024 que cette année. Vraiment, honnêtement, là, en tout cas, on n'a pas de réel signe qu'on a la capacité à repartir sur une phase de bull market. En tout cas, pas tout de suite. Donc, j'espère que c'est clair, en tout cas, par rapport à tout ça. Et donc, c'est pour ça que moi, pour l'instant, je mise soit sur une consolidation du BTC, ce qui va rapprocher en fait pour le coup les deux courbes, même sans forcément encore baisser, juste en consolidant, ou alors avec une nouvelle baisse. Et là, par contre, on va clairement faire baisser une nouvelle fois les moyennes, notamment la moyenne des investisseurs de court terme, et ce qui va ensuite nous permettre de vraiment toucher un bottom. Et pour l'instant, je ne pense pas en tout cas qu'on y soit. Soit on doit encore consolider beaucoup, soit on va encore baisser. Le scénario en fait le plus difficile à gérer pour les investisseurs, ça va être encore une consolidation. En fait, il vaut mieux baisser, capituler, bien purger. C'est beaucoup plus facile à gérer pour acheter qu'une phase beaucoup plus longue de stagnation où ça baisse tranquillement et ça remonte, etc. Ça, c'est beaucoup plus difficile à gérer pour le coup, même psychologiquement. Donc, c'est pour ça que j'espère qu'on aura cette dernière impulsion baissière pour vraiment purger et refaire paniquer une bonne fois pour toutes les investisseurs, plutôt qu'une phase où on va continuer comme ça à consolider. Ça va être beaucoup plus compliqué à gérer pour la plupart des gens. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. On va terminer, on va juste regarder un petit peu maintenant en regardant les options. En regardant en fait les puts et les calls, je rappelle juste rapidement, donc les puts, là je vous mets le graphe des options à expiration juillet, juste pour voir un peu la tendance. Les puts, c'est ceux qui misent plutôt à la baisse, et les calls, ceux qui vont plutôt miser à la hausse. Quand je dis miser, c'est plus une protection. En fait, en général, quand on prend des puts ou des calls, c'est plus pour se protéger, pour se hedger d'une incertitude que autre chose. Ça veut pas dire que le prix ira chercher ces niveaux-là.
Je pense que ça, ce serait une très mauvaise interprétation de ça. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à parler en fait des options, des puts, des calls et du max pain. Honnêtement, très souvent, c'est mal compris. C'est mal compris. Moi, aujourd'hui, d'une manière extrêmement simple, ça me permet juste en fait de comprendre un peu l'état psychologique des investisseurs. Là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a énormément de couverture sur un Bitcoin qui irait chercher les 25 000, puis les 20 000, puis même les 15 000 dollars. Alors après, on le voit, il y a beaucoup plus de couverture à 25 qu'à 15 000, ce qui est logique, parce que 15 000, c'est très très peu probable. Les 20 000, ça reste possible, mais c'est également peu probable. Les 25, par contre, c'est clairement probable en fait que d'ici juillet 2022, on soit peut-être aux alentours des 25 000 dollars. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément d'acteurs qui aujourd'hui veulent se protéger d'un scénario encore plus baissier, avec de nouveau une vague de baisse et un BTC qui oscillerait aux alentours des 20-25 000 dollars à la fin juillet 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est investisseur, et jusqu'en juillet 2022, soyez prudents. Ne vous précipitez pas à l'achat, parce que s'il y a autant d'argent et de personnes qui se protègent contre un Bitcoin sur ces niveaux-là en juillet, ça ne veut pas dire qu'ils auront raison. Ça veut juste dire qu'ils ont sûrement raison de le faire en tout cas. Donc c'est probablement également pour vous également une bonne raison de lever le pied, de faire attention jusqu'à juillet 2022 et après de voir un petit peu comment est-ce que le marché va évoluer. Maintenant, si on regarde un petit peu les options à expiration à la fin de l'année, donc au 30 décembre, là on voit que pour le coup, c'est un peu différent. Il y a beaucoup de protection et beaucoup de personnes qui ont pris des calls sur des niveaux beaucoup plus hauts. Vous voyez, sur les 70 000, 80 000, 100 000 dollars. Donc là, ça veut quand même dire quoi? Que les investisseurs, ils sont beaucoup plus optimistes pour la fin de l'année que pour la mi-année en fait 2022. Donc ça veut quand même dire quoi pour vous? Que vous devriez également faire attention jusqu'au mois de juillet-août, mais au final de recommencer éventuellement à prendre un peu plus de risques, passer en fait cette date-là pour une fin d'année qui pourrait être pour le coup beaucoup plus haussière. Je ne parle pas de phase de bull market, je parle uniquement peut-être de phase de rebond. On peut très bien rebondir jusqu'aux 60-70 000 dollars sans pour autant faire de nouveau plus haut. Et pour le coup, le Bitcoin peut très bien refaire un rebond à 80, 100, 120% sans aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'on repart en mode bull market. Ça veut juste dire qu'on peut très bien avoir des rebonds, comme j'ai pu le dire, soit si le Bitcoin nous continue en fait son énorme phase de consolidation, soit pour le coup parce qu'il a énormément purgé et qu'on a un gros rebond. Mais franchement, on verra. On verra. Ce qui est sûr, c'est que on peut être optimiste pour la fin de l'année, mais pas dans les mois à venir. Voilà. Donc ça, c'est en tout cas le message, je pense, à faire passer. Donc ça, j'espère maintenant que c'est clair. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a apporté quand même pas mal de réponses, ou en tout cas, on va dire au moins un avis différent peut-être de ce qu'on peut entendre. On se prépare à tous les scénarios, mais on essaye de pas être trop non plus trop optimiste dans les conditions de marché actuelles. Essayez d'être vraiment très patient. Là, en fait, les personnes qui vont réussir le mieux sont ceux qui vont être le plus patients. C'est déterminant et je vais vraiment insister en fait là-dessus dans la prochaine vidéo où on va vraiment parler de comment est-ce qu'on fait pour survivre dans une phase de bear market. Donc j'espère en tout cas que ça vous a apporté des réponses. Si vous voulez débattre par rapport à tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas, c'est dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas également le like pour le soutien et on se retrouve d'ici, allez, une semaine, 2 semaines grand maximum pour aborder le sujet qui à mon sens est le plus important. Comment est-ce qu'on fait pour survivre à une phase de bear market? Je vous dis bonne semaine et à très très vite.